Mes propos n'engagent bien sûr que moi, n'ont pas vocation à être la base d'un bilan, d'un programme, ni rien, mais simplement peut-être ouvrir le débat qui peut s'en suivre ce soir. Alors, avant d'aborder vraiment le sujet des transports dans la vallée, il y a quelques généralités à rappeler, quelqu'un vient de rappeler en tout cas, sur les politiques de transport, le déplacement de mobilité, c'est selon. Donc tout d'abord la hausse maintenant inéluctable des coûts de l'énergie, le nombre la congestion des infrastructures ou leur vieillissement, la préservation de l'environnement. On a également aussi la localisation ou la relocalisation des productions selon qu'on parle du fret ou pas, l'articulation du transport et la prise en compte du transport et des déplacements dans l'urbanisme, également le traitement des inégalités d'accès au transport et enfin souvent le financement des infrastructures et des services qui y sont liés. Il faut souligner la complexité des transports, alors complexité à la fois technique et réglementaire selon chaque système de transport, qu'il soit ferroviaire, routier, aérien, maritime, etc., ou voire alternatif, et notamment entre les infrastructures, le système d'exploitation et les mobiles. Alors, complexité également liée à l'organisation de ces systèmes, notamment collectifs, pour savoir qui en est l'autorité organisatrice, qui possède la capacité de les organiser et accessoirement de les financer. Donc à ce stade, notamment sur les transports collectifs, on retrouve différentes strates administratives. L'État, bien entendu, qui est autorité organisatrice, la région, le département, l'intercommunauté, la commune dans certains cas, qui possèdent ce rôle d'autorité organisatrice, chacun pour ce qui les concerne, et en même temps, ils ont le rôle de financeur. On retrouve également une complexité dans les différentes législations et avec le jeu des opérateurs publics ou privés. Donc pour tenter de traiter du transport dans la vallée de Chamonix, je crois qu'il faut aussi aborder les différentes mailles territoriales du transport qui influent directement ou indirectement sur les transports de la vallée. On commence par le plus haut, et notamment les mailles internationales et nationales. Alors, on a bien la gare internationale de Vallorcine, mais ça ne suffit pas. Quand on se penche un peu plus loin, on voit que deux ouvrages conditionneront quand même les transports dans la vallée de Chamonix à terme. Donc il y a tout d'abord le tunnel du Mont Blanc, longtemps considéré comme un exploit technologique, et la société qui va avec, ou les sociétés qui vont avec. Tout le monde a en tête un peu les travaux d'amélioration engagés par l'État sur l'accès côté français, passage à 2 fois 2 voies. La suite, on peut l'imaginer aisément compte tenu des progrès environnementaux des motoristes notamment. Donc aujourd'hui, on en est à Euro 6, alors qu'au début, on était à Euro 1. Donc on voit bien cette qualification porte sur le degré de pollution des camions notamment. Et ensuite, deuxième enjeu, l'enjeu de sécurité qui passe par un tube pour chaque sens. Deuxième projet aussi qui pourra impacter, s'il voit le jour, la vallée, Lyon-Turin. Donc il a été pensé dans les années 90. Alors, c'est à la fois un projet international avec une composante nationale et il visait pour partie absorber le surcroît de fret lié au développement économique, mais également à procurer ou à générer un certain gain de temps entre Paris et les Alpes du Nord. À titre d'exemple, on cite Paris-Chambéry en 2h25, Lyon-Annecy en 1h20, etc. Ce projet comporte donc une phase nationale, donc qui a fait l'objet de quelques pages du rapport Buron, qui est connu sous celui de la commission Mobilité 21, qui relègue en priorité numéro 2 ce fantastique projet de 140 km de voies, dont 86 de mémoire enterrées et évaluées aux conditions économiques de 2011 à 7,9 milliards à peu près. Donc, du fait d'un financement incertain, il est reporté à horizon 2035-2050 à peu près. Donc, je pense qu'on le verra, tout le monde le verra ici. C'était quoi exactement ce projet? Lyon-Turin, c'est le Lyon-Turin. Lyon-Turin. Mais il y a une composante française qui peut être déconnectée de l'ensemble du projet.
Voilà. Et dans sa partie internationale, le tunnel est de plus en plus contesté pour des raisons environnementales, financières également, mais aussi en termes de faisabilité, puisque les experts qui ont été à l'origine de ce projet-là ont péché par optimisme, puisque le volume du fret n'est pas aussi important qu'il a été prévu, et en plus, il a des directions opposées. Voilà. Donc, les nouveaux experts, ou les experts qui se penchent à nouveau dessus, sont plutôt sur une logique de réhabilitation et de modernisation du réseau existant. Et ça, pour l'instant, personne n'est en mesure de dire s'il se fera ou pas, puisque c'est un projet international donc, qui est très lié à la position de l'Italie et de la France, mais surtout de la Commission européenne qui financera ou pas, peu ou prou, le projet. Donc en conséquence, rien qu'à la vue de ces deux projets-là, il faut s'attendre à ce que les traversées alpines connaissent un regain d'activité et que la vallée de Chamonix s'en aperçoive, notamment à travers les mesures sur la qualité de l'air, par exemple. Voilà. Après, si on passe à une maille plus régionale, donc j'y passerai très rapidement. La région Rhône-Alpes, globalement, dispose d'un très bon réseau routier, autoroutier, qui facilite l'accès à la vallée, y compris sur le haut de la vallée, notamment à travers l'autoroute blanche, la 40, à la fois pour les poids lourds, les bus, les véhicules particuliers. Sur le réseau ferroviaire, donc là c'est déjà un peu plus compliqué. La voie qui permet l'accès à Vallorcine, c'est une voie unique, écartement normal mais voie unique, qui restreint donc sa capacité, puisque les trains ne peuvent pas se croiser, donc on est obligé d'organiser des temps de croisement, donc ce qui allonge considérablement le parcours. Bon, toutefois, on peut remarquer que depuis 3 ans à peu près, la desserte parisienne, qui apporte quand même le gros des flux, notamment touristiques l'hiver, a été nettement améliorée, puisque maintenant Paris-Bellegarde se fait en 2h50 à peu près, et que la région a amélioré la desserte après de Bellegarde à Chamonix, au moins à Saint-Gervais. Donc sur ce périmètre-là, c'est la région Rhône-Alpes qui est autorité organisatrice, notamment en matière de TER. Bon, elle a largement modernisé la flotte TER, la SNCF et RFF ont contribué avec l'État à la modernisation du réseau, que ce soit le système d'exploitation ou alors les systèmes de croisement pour en faciliter l'exploitation et notamment le débit. Toutefois, l'aller-retour, par exemple, dans la journée, Chamonix-Bonneville, pour aller à la sous-préfecture retirer des papiers, ça se fait quand même assez difficilement en train. Enfin, je ne sais pas si vous avez essayé par goût du risque, je l'ai tenté, donc ça prend plus d'une demi-journée. Voilà. C'est pas mal. 5 heures. Plus de 5 heures Chamonix-Grenoble. Voilà. Donc si on passe sur la maille locale, donc outre la Suisse, l'accès de la vallée de Chamonix c'est principalement par le bas de l'Arve, soit par l'autoroute blanche, soit par la voie ferrée Saint-Gervais, Vallorcine, Martigny. L'autoroute blanche suscite peu de débats, hors la société du tunnel du Mont Blanc, et de plus elle concentre la majorité des flux, que ce soit véhicules individuels ou bus ou autocar, sans parler des poids lourds. Le réseau routier secondaire, lui par contre, n'est pas dimensionné pour absorber les trafics de pointe, donc ça on s'en rend compte à chaque période touristique de pointe, que ce soit l'été ou l'hiver. Alors c'est d'autant plus surprenant que la majorité des déplacements qui se font en transport collectif se font par bus, et notamment à travers Chamonix-Bus. Donc l'axe ferroviaire Saint-Gervais-Vallorcine est l'objet de débats récurrents, notamment sur sa modernisation, ses délais de modernisation, etc. Mais il faut reconnaître que Chamonix là-dessus n'y peut pas grand-chose, c'est vraiment dans les mains de la région, des RFF et accessoirement de la SNCF.
Sur les déplacements de la vallée, donc dans leur grande majorité, comme je disais tout à l'heure, ils s'effectuent par la route, alors, soit à travers les véhicules individuels, soit par bus ou minibus. Pour ces deux dernières catégories, donc on retrouve bien évidemment Chamonix-Bus, les rapports entre Chamonix-Bus et la ligne, c'est de 1 à 10 de mémoire. À côté de Chamonix-Bus, on voit apparaître un certain nombre d'opérateurs privés qui sont plus ou moins liés à un réseau, à des hôteliers ou à des structures de montagne sportive ou autres, comme quoi le besoin plus fin n'était pas assuré auparavant. Après, on a quelques modes alternatifs, même s'ils ne sont pas nouveaux, ils sont en émergence, tels que l'usage de la bicyclette, même s'il n'y a pas d'infrastructure spécialement adaptée pour ce type de transport. Alors, quand je parle d'infrastructure, ce n'est pas spécialement les routes, c'est également l'endroit où on peut déposer son vélo en toute sécurité, le reprendre, etc. Et dans le centre-ville plutôt qu'en périphérie. Un deuxième mode de transport ou de déplacement plutôt alternatif qui fonctionne et qui doit fonctionner mieux, c'est la marche à pied tout simplement, et notamment par la mise en valeur ou la reprise en possession des chemins, des cheminements urbains tels qu'ils existent à Chamonix, à travers les Cinaries, tout ce truc-là. On a tendance à les ignorer. Pour ce qui est des déplacements ferroviaires, donc à ce jour, ils sont moins nombreux, bien évidemment, que ceux effectués par le bus. Et toutefois, la ligne ferroviaire, peut-être par atavisme aussi, mérite une attention de quelques instants. Donc il faut savoir que cette voie ferrée qui traverse la vallée de bas en haut est intégrée au réseau ferré national, donc ça a un certain nombre de conséquences. Ce qui veut dire tout simplement que c'est l'État via RFF, Réseau Ferré de France, qui en est propriétaire, et que partant de là, la LOTI s'applique. Et une des dispositions de la LOTI, c'est que la SNCF est l'opérateur unique sur le réseau ferroviaire national, au moins sur le voyageur, et que la région est l'autorité organisatrice de ces trains et qu'elle en organise la définition et notamment les plans de transport. Et les relations entre la région et la SNCF sont couvertes par une convention d'exploitation pluriannuelle. Et c'est la SNCF donc qui exploite bien pour le compte de la région. Alors, c'est une ligne qui impacte fortement la qualité de vie de nos concitoyens, mais également des touristes, et c'est quasiment un objet d'attraction, peut-être plus que de développement. Il faut reconnaître que cette ligne revient de loin, puisque dans les fin des années 80, au municipal, il y a une liste qui avait proposé le déferrage de cette ligne et la transformation en route. Donc entre la fin des années 80 et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a quand même une évolution certaine. Donc elle continue à faire l'objet de modernisation. Donc la voie a été interrompue ces derniers temps pour refaire à la fois l'infrastructure, mais également le système d'exploitation qui était devenu obsolète. Et de son côté, la région a fortement investi ces 10 dernières années, même un peu plus ces 15 dernières années, sur le matériel ferroviaire. Ça a permis de remplacer les anciennes voitures, les anciens trains par des trains plus attractifs et qui permettent d'aller jusque Martigny. Alors, l'attractivité de cette ligne doit s'accroître effectivement avec le renforcement de l'offre. On verra certainement arriver dans le cadre d'un cadencement, même si le terme n'est pas techniquement juste, c'est-à-dire qu'on aura une fréquentation, une fréquence plus soutenue des trains, notamment. J'ai cru comprendre qu'on pouvait aller jusque 20 minutes en heure de pointe. Pour connaître le succès escompté, puisque c'est quand même une mobilisation financière importante, et que cette ligne ait toutes ses chances, donc de connaître l'augmentation de la fréquentation, soit par report modal, soit par induction, cette nouvelle phase de modernisation doit s'accompagner d'un certain nombre d'actions. Je cite un peu à l'après-vert la définition d'un projet de ligne entre vraiment Saint-Gervais
et Martigny. Une nouvelle vocation d'un certain nombre de haltes ou de gares actuelles. Par exemple, ça peut être aussi des départs de sentiers de randonnée de façon à permettre de faire des boucles. La création de nouveaux points de desserte, tel qu'il y a eu à l'Aiguille du Midi, dont on voit le succès tous les jours quand même. Alors, nouveaux points pour tenir compte à la fois de l'évolution urbaine de la vallée, même si ce n'est pas toujours facile du fait de l'étalement, malgré la limitation des terrains. Opportunité aussi d'accessibilité aux remontées mécaniques. Je pense notamment au Prat et au viaduc Sainte-Marie. Donc c'est vrai que l'hiver, quand on a les chaussures de ski ou les skis, pour aller récupérer le télé aux douches, déjà là, si on franchit l'étape, on peut se lancer sur la verte sans problème, les yeux fermés. Mais on n'est pas sûr d'arriver au bout quand même. Donc là, il y a tout un tas d'aménagements à faire pour que cette ville puisse servir effectivement à desservir les remontées mécaniques. Pour qu'elle fonctionne également, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une nouvelle gouvernance entre les différentes autorités organisatrices, que peuvent être l'intercommunauté, la commune, le département, la région, de façon à obtenir une vision plus facilement partagée de la desserte de cette maille territoriale. Il est absolument nécessaire, me semble-t-il, pour le moins, d'avoir une structure de coordination entre les différentes autorités organisatrices, les différents opérateurs, voire utilisateurs, pour articuler les horaires et les autres services, essayer de prendre le tramway du Mont Blanc en partant de Chamonix. C'est bien possible, puisqu'on y a un battement entre les deux, entre votre arrivée à Saint-Gervais et le départ, où vous pouvez avoir plus d'une heure et demie. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de coordonner, et ça c'est quelque chose qui ne coûte rien, quoi. Donc c'est simplement se mettre autour d'une table. On a aussi un certain nombre de parkings de dissuasion à créer, à connecter directement à la ligne ferroviaire, si on veut effectivement pousser notamment les touristes à ne pas utiliser leur voiture. Donc il faut aussi leur faciliter la tâche. Ça passe aussi par la refonte de la politique de stationnement en zone urbaine pour favoriser les déplacements collectifs, de la même façon que ça peut aller jusqu'à la refonte au moins partielle et temporaire du plan de circulation durant les périodes d'affluence, de façon à accorder là aussi la priorité des transports collectifs. Et enfin, la valorisation des espaces urbains dans une zone sous-utilisée ou à optimiser. Je pense notamment à la zone de la gare de Chamonix, où vous avez à la fois la gare de Chamonix, la gare du Mont-en-Vert, une sorte de no man's land technique entre les voies, des anciens bâtiments d'exploitation, etc. Et je pense qu'on gagnerait effectivement à avoir un projet beaucoup plus conséquent, moins consommateur d'espace, et en tout cas offrant plus de services à la fois aux utilisateurs. Voilà. Alors au-delà des déplacements de personnes, que ce soit les scolaires, domicile travail, touristes ou privés, je pense aussi qu'il conviendrait de s'intéresser à tout ce qui est logistique et notamment à la desserte hors transit, bien évidemment, des marchandises et livraisons sur le haut de la vallée. Voilà, mais ça c'est un peu plus compliqué à organiser. Voilà, brièvement tracé ma vision des transports tels que je peux les ressentir.